Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette tribune spéciale qui se veut bien évidemment l'instance de décryptage de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Au menu de ces échanges, bien évidemment, le processus électoral au Bénin face à la bien délicate épreuve que constitue la crise sanitaire de la Covid-19, la problématique de la paix et les risques de déstabilisation et de perturbation du processus électoral. Et pendant ces échanges, deux différents éléments témoins viendront meubler ce rendez-vous avec le professeur agrégé de droit, avocat au barreau de Paris, au barreau du Bénin, j'y arrive, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Il est le président de groupe de réflexion Alternatives et Perspectives GRAP. Il est aussi membre du bureau politique de l'Union progressiste. C'est bien sûr le professeur Roch Yaoui David. Bienvenue à vous. Oui, bonjour, monsieur Davo. Je vous hissais au barreau de Paris. Oh, nous restons à Cotonou d'abord. Merci pour la disponibilité, professeur Roch Yaoui David. Oui, merci. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité. Mais seulement au Bénin, nous allons nous ouvrir quelque peu au-delà des frontières du Bénin et nous intéresser à la Côte d'Ivoire en toute fin d'émission, bien évidemment. La Côte d'Ivoire qui est bien évidemment en deuil. Oui. Mais avant, entrons de plein pied dans cette tribune et intéressons-nous maintenant au processus électoral en cours au Bénin. Alors, je le disais tantôt, nous allons tenter un point à mi-parcours du processus électoral. Monsieur le professeur, que dire du déroulement du processus électoral, autrement dit du déroulement du calendrier électoral en cours? Alors, par rapport à ce processus, le calendrier, ça se déroule d'ailleurs très bien jusque-là parce qu'il n'y a pas d'accroc. Et bientôt, nous allons rentrer dans la phase la plus active, la plus intéressante, la campagne sur le terrain. Et donc, quand vous voyez depuis le dépôt des candidatures, la désignation des candidats et la confirmation de ces candidats par la Cour constitutionnelle, on va dire que tout se déroule selon le calendrier établi par le gouvernement. Donc, pas d'accroc pour le moment, même s'il y a des débats autour de ça. Certains qui pensent toujours qu'il y a plutôt une exclusivité de cette élection présidentielle. Professeur, voilà. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre ce scrutin et les précédents? Ah, le Bénin a changé d'abord. C'est parce que le Bénin a changé que le scrutin d'aujourd'hui, en tout cas par rapport au présidentiel, le Bénin a changé. Parce que les données ne sont plus les mêmes. Ce que les gens ne veulent peut-être pas admettre, c'est parce que nous sommes passés d'une histoire, je dirais peut-être encore récente, qui n'est pas très reluisante, et nous allons dans une certaine modernité, dans une découverte d'un Bénin nouveau. Le président, à un moment donné, a parlé de Bénin révélé. C'est ça qui n'est pas encore acquis, qui n'est pas encore entré dans la conscience de certaines personnes. Donc c'est parce que tout a changé. Et regardez d'abord le duo présidentiel, ça n'existait pas. Ah oui. Le principe des élections générales, ça n'existait pas. Donc tout a changé de fond en comble. Oui. Voilà ce qu'il faut constater. Et ces changements, je dirais, induits par le nouveau cadre juridique, comment vous l'appréciez, professeur? Ah, positivement. Je ne vais pas cacher mon impression, mon appréciation là-dessus, positivement. Et j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas rester dans les mêmes règles qui ne concourent pas à une évolution de la nation. Changeons quand même un peu les choses. La démocratie n'empêche pas que les États puissent se faire d'autres règles qui permettent aux populations de se retrouver un peu plus facilement, permettre aux populations de se retrouver dans le social, etc. Donc, expérimentons quand même un peu ça pour voir. Le Bénin a été toujours un laboratoire d'expérience. En tout cas, en matière de démocratie, rappelez-vous un peu, la conférence nationale, ça a commencé avec le Bénin. Donc, allons-y dans cette expérience nouvelle et à un moment donné, nous allons en tirer les bilans, les conclusions et on va voir comment orienter, comment réformer, comment modifier les choses. Du positif, lisez-vous, professeur Roch Yaoui David, mais cette présidentielle, selon vous, ne comporte-t-elle pas des gènes d'exclusion? Gènes d'exclusion, je ne vois pas, sauf
lorsque l'on refuse de se mettre en règle vis-à-vis des textes de loi. La loi prévoit des dispositions qu'il faut respecter pour aller aux élections, en tant que candidat et ensuite tout le reste. Certains n'ont pas rempli ces conditions. Le critérium n'étant pas rempli, la loi dit ben, vous êtes exclu. Donc ce n'est pas le système lui-même qui exclut, ce sont les règles applicables à l'élection présidentielle, ce sont ces règles qui excluent ceux qui ne respectent pas, ou du moins qui n'ont pas rempli les conditions. Et je crois que c'est élémentaire, c'est basique à comprendre. Bon, si au plan politique on dit on ne veut pas, ça veut dire quelque part que la critique politique refuse d'admettre l'application de la règle de droit. Et quand la critique politique refuse la mise en œuvre de la règle de droit, il y a insécurité, il y a hérésie. Et c'est pas normal. Ah oui. Professeur, mais cette réforme, ce positif ou cette note positive que vous venez de constater, que vous venez d'évoquer, n'a pourtant pas empêché la kyrielle de dépôt de dossiers. Ah, vous en arrivez. Là où ça fait mal, les gens ont critiqué, les gens ont contesté les règles. Mais à la dernière minute, ils sont allés déposer leur candidature. Ça veut dire que ils sont finalement rentrés en eux-mêmes en disant voilà les règles qui vont permettre d'aller à cette élection. Donc on a eu une acceptation, alors qu'au départ c'était une façon de se braquer pour dire jamais on n'accepterait pas ces règles. Mais c'est une prise de conscience qu'il faut apprécier, qu'il faut louer. Maintenant, il faut en tirer toutes les conséquences. Vous avez déposé un dossier. Oui. La loi dit, voilà, vous n'avez pas rempli les conditions qui sont imposées. Mais prenez le temps de réfléchir. Et puis, il n'y aura pas que cette seule élection présidentielle au Bénin. Quelqu'un l'a dit. Ah oui, je le répète, moi, en tout cas. Parce qu'il y aura, en 2026, il y aura encore une élection présidentielle. Mais n'est-ce pas là une certaine limite relative au cadre juridique en cours? Le cadre juridique n'aurait-il pas permis, n'aurait-il pas prévu déjà que ce ne soit pas, enfin je sais pas, cette messe de dossiers déposés? Oui, bon, écoutez, la liberté qu'il faut encenser dans un système démocratique, cette liberté, on ne peut pas la refuser aux gens. Même lorsque vous n'avez peut-être pas les pièces à jour. Mais vous avez quand même une manifestation de volonté, une velléité d'être candidat. Allez-y. Mais puisque le contrôle se fera, qui sont ceux-là qui ont les pièces à jour, qui remplissent exactement les conditions? Alors à partir de ce moment, on va décanter. On va donc éliminer des gens. Alors, est-ce que le cadre juridique ne doit pas être corsé? Peut-être. Bon, je ne suis pas de ceux-là qui, dans un premier temps, il faut laisser les gens manifester leur volonté. Parce que nous voyons des candidats qui viennent dire de bonnes choses, comme des candidats qui, quelque part, viennent amuser la galerie. Je ne donnerai aucun nom. Mais laissons les gens manifester leur volonté. La Sénat fera un premier tri et ensuite la Cour constitutionnelle, avec le contrôle médical, va pouvoir se prononcer en définitive. C'est une manière de laisser cette liberté d'expression au sein de notre démocratie s'exprimer largement. Et quand face à cette, je dirais, cette structure, à cette réforme, à ce cadre juridique nouveau, des cadres pas des moindres se permettent quand même d'éprouver tout ce dispositif et de ne pas reconnaître la Constitution en vigueur en République du Bénin, que dit l'homme de droit? L'homme de droit dit parce que peut-être il y a des intérêts cachés quelque part. Et comme ces intérêts ne sont pas protégés, on tire sur tout le cadre juridique. Mais je n'ai jamais vu dans un monde entier un cadre juridique parfait. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de règle juridique capable de régler tous les problèmes des hommes à un moment donné. Ce n'est pas possible. C'est dans le temps que l'on éprouve le cadre juridique. C'est une manière pour vous de reconnaître quand même qu'il y a des limites. On n'a pas encore expérimenté. On n'a pas encore expérimenté entièrement. C'est en cours, professeur. C'est en cours. Alors, on fera le bilan après. C'est déjà ce qui a induit le toilettage de landerneau politique. On n'en est plus à 200 partis politiques. Exactement. Donc, ça veut dire que quelque chose de positif est à mettre à l'actif de ce cadre. Il suffit tout simplement, pour moi, pour ma part, de se mettre dans ce cadre et d'avoir une stratégie qui permette d'exister.
au lieu de tirailler sur ce qui n'existe pas, de faire quelque part de la violence verbale, ça ne servira à rien et ça ne sert à rien. Voilà mon point de vue. Oui, et on respecte ce point de vue qui est le vôtre, professeur Roch Yaoui David. Oui, tout à fait. Et nous voici à seulement quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle, la campagne électorale, pour pour le scrutin présidentiel, bien évidemment. Cette campagne qui sera, en partie médiatique et aussi normale. Oui. Oui, mais pas si normale que ça. Oui, parce que nous avons parce que Dame Covid oblige. Là, n'est-ce pas? Dame Covid est là. En effet. Alors, et justement, professeur Roch David Yaoui, nous ouvrons ainsi le second volet de notre échange sur cette tribune spéciale consacrée à l'actualité au pays et dans le reste du monde. Le Bénin enregistre une résurgence de cas de Covid-19 ces dernières semaines, ces derniers jours. Comment expliquez-vous cette résurgence? Est-ce que ce n'est pas un phénomène mondial? Moi, je l'expliquerai par ce biais, tout simplement, parce que c'est parti d'ailleurs, et c'est arrivé. Une forme de mondialisation. Mais on a pu bien se comporter vis-à-vis du mal jusque-là. Oui, en effet, mais les autres aussi se sont comportés d'une manière que l'on peut apprécier de façon positive. Avec, bien sûr, les mesures qui ont été mises en place. Ailleurs, ils ont compté des milliers de morts. Non, ne comptez pas les morts, parce que nous n'avons pas les mêmes environnements. Nous allons regarder la maladie et qu'est-ce qu'on a fait face à cette maladie. On a pu bien se comporter. Voilà, les mesures ont été les mêmes quasiment dans tous les pays. Geste de barrière, vous lavez la main, vous portez le masque, je vous dirais peut-être pas exactement les mêmes mesures. Ici, notre président de la République n'a pas refusé de reconnaître le mal. Ailleurs, on a vu des chefs d'État qui ont bafoué, qui ont banalisé. Oui, comme ce fut le cas au Brésil, comme ce fut le cas aux États-Unis. Mais ils se sont rendus compte que la vérité est là. Mais ici, le chef de l'État a pris le mal très tôt, a pris conscience, de la pandémie très tôt. Absolument. Et a mis en place tout un dispositif. Oui, parce que nous n'avons pas d'autre solution que de respecter ces mesures barrières. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne savait pas. Donc, et quand dans le monde entier on dit voilà la solution en attendant de trouver peut-être le remède à ça, mais on s'y conforme systématiquement. Et je trouve que ce que le gouvernement a fait jusque-là, c'est formidable. Ah oui. Et cette résurgence dont vous parlez, je disais tout à l'heure, c'est un peu la mondialisation. Dès que ça a grimpé de l'autre côté, vous avez vu avec les variants dont on a parlé, un peu les mutants, ça s'est répercuté sur le monde entier parce que les gens voyagent. Parce que les marchandises bougent d'un pays à un autre, donc on ne peut pas y échapper. C'était même prévisible qu'à un moment donné, ça allait revenir ou ça allait bouger dans un sens ou dans un autre. Mais nous avons eu la présence d'esprit de ramener encore une fois, de conscientiser les gens, de faire toute cette publicité autour des mesures barrières. Et je crois qu'il faut continuer d'ailleurs dans ce sens jusqu'à ce que les vaccins que l'on voudrait administrer, que l'on va administrer aux populations puissent permettre de prévenir et de bouter dehors définitivement cette maladie. Et vous convenez avec nous que tel que vous, de l'autre côté de l'université et ailleurs, vous continuez de veiller résolument que soient respectés les principes et préceptes de droit, eh bien on fait le même ici et nous déployons de temps à autre des équipes sur le terrain pour aller constater ce qui explique cette résurgence dont je vous parlais tantôt. Et l'on a constaté qu'il y a eu une sorte de relâchement du respect des gestes barrières. Tout à fait. Il y a eu relâchement. Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous? Le relâchement est dû un peu à la prise en charge qui a démontré, je dirais, des guérisons formidables. Parce qu'à un moment donné, dans les centres, il paraît, je ne suis pas médecin pour le dire, je ne suis pas au cœur du système, mais j'ai eu des informations que quasiment il n'y avait plus de malades graves dans les centres. Donc ça veut dire que on était en train de combattre efficacement le mal. Mais c'est quasiment dans tous les pays. Le relâchement est observé en Côte d'Ivoire, c'est observé au Sénégal. Des gens ne veulent même plus porter le masque parce qu'ils disent on ne peut pas respirer, ça ne sert à rien, la Covid n'existe pas. C'est peut-être passé. Voilà, c'est passé, donc plus rien. Et on a été obligé de constater aujourd'hui que c'est revenu et qu'il faut continuer. On doit vivre avec ça en réalité. Et vivre avec ça
avoir son masque quelque part et éviter, je dirais, ces contacts humains tout le temps, s'embrasser ou se faire des accolades à n'en plus finir. Non, il faudrait que les comportements changent jusqu'au moment où on va nous dire que tout est parfait. Enfin, je ne sais pas, je suis en train d'espérer que ce moment arrive. Autrement dit, il faut rester méfiant. Méfiant. Et continuer Prudent. de respecter strictement les gestes barrières. Absolument. Et croire que le mal existe vraiment. Je ne contamine pas, on ne me contamine pas. Dès que je suis dans un groupe, je me protège, je protège le groupe. C'est cela, c'est très important. Parce que ce faisant, on protège aussi les autres, vous l'avez si bien dit. Restons toujours dans cette même dynamique de la Covid-19 pour dire qu'à l'instar de nombreux pays du monde, professeur Roch Niaoui David, eh bien, le gouvernement du Bénin se prépare résolument pour sa campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la soirée de mercredi 10 mars 2021. Vous l'avez suivi sur toutes les chaînes du pays. Le Bénin a accueilli un premier lot de 144 000 doses de vaccin AstraZeneca grâce au projet COVAX. Quelle lecture faites-vous? Ah, je trouve que c'est formidable. Parce qu'en matière de pandémie, s'il n'y a pas cette solidarité, vous allez constater systématiquement que les pays européens, les pays occidentaux, les plus nantis naturellement, vont s'accaparer tous les vaccins et puis laisser à la traîne les pays les moins nantis. Mais c'est vrai que ça n'aurait pas réglé le problème parce que le mal serait toujours là et à un moment donné, avec un déplacement, ça peut rebondir dans un pays occidental. Donc, je trouve que cette solidarité, elle est formidable, mais il faudrait encore l'accentuer, la poursuivre, la développer davantage et pour que non pas seulement 144 000 doses, que l'on arrive à 2 millions, 5 millions de doses pour que l'on puisse vacciner. Le ministre l'a dit, ce n'est qu'une première vague, oui, ce n'est tout qu'un à premier fait. lot. Eh bien, nous avons besoin de plus Davantage de doses de l'eau. pour, n'est-ce pas, nous doses, rassurer que on va combattre le mal. Sûrement qu'on va en accueillir les prochaines semaines. Je suis très optimiste. Les prochains jours, les prochains mois. On va suivre le reportage justement relatif à la réception de cette dose, de cette première dose, de ce premier lot, j'allais dire, de 144 doses de vaccin AstraZeneca. Et juste derrière, vous comprenez pourquoi je voudrais vous proposer ce reportage. D'accord. La réception de ce premier lot de vaccins AstraZeneca restera une étape importante dans la riposte nationale contre la Covid-19 au Bénin. Composé de 144 000 doses et du matériel d'inoculation dont 145 000 seringues et 1450 boîtes de sécurité, ces doses de vaccins reçues entrent dans le cadre de l'initiative COVAX, fruit de la coopération internationale visant à soutenir les efforts des gouvernements bénéficiaires du projet. Pour contrer la pandémie de la Covid-19, ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. Ce lot fait partie d'une première arrivée, bien sûr, parce que d'autres vont suivre pour atteindre les 790 000 prévus pour le Bénin. Je voudrais rassurer les populations que parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, les autres agents également qui sont dans nos structures sanitaires, les patients âgés, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Et pour les différents organismes membres du groupe COVAX, la distribution équitable et gratuite de ces vaccins reste une priorité. Je pense qu'il y a effectivement de quoi être fier dans notre lutte contre cette pandémie, car l'initiative COVAX a démontré combien ensemble nous sommes plus forts et combien ensemble nous pourrons mobiliser nos ressources techniques et financières pour pouvoir adresser les défis que cette pandémie nous pose. Ces vaccins sont fabriqués sous licence de Serum Institute of India, qui fabrique d'ailleurs la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination. L'initiative COVAX regroupe l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Gavi,
CEPI, la Banque mondiale et bien d'autres partenaires ici présents et ailleurs. Nous avons aussi à sensibiliser la population pour la vaccination et il nous faut encore dérouler la campagne vaccinale. C'est pour ça que je réitère l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement et les acteurs sur cette voie-là. À la date du 8 mars 2021, on dénombre au Bénin 6 501 cas enregistrés avec 81 décès. Des chiffres à la hausse qui exigent le renforcement des mesures barrières. La date du démarrage de la campagne de vaccination sera connue ultérieurement à la suite de la formation des différents acteurs impliqués, a laissé entendre le ministre de la Santé Benjamin Rumpati, qui a également rassuré de la bonne qualité du précieux liquide. Professeur Roch Yaoui David, vous l'avez suivi, une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Très bonne nouvelle. En tout cas, ça rassure. Quand on veut combattre un mal et quand on a, je dirais, un vaccin, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez la paix et vous pouvez penser à demain plus facilement. Ouf de soulagement. En tout cas. On peut déjà prétendre que voilà, c'est bientôt la fin. Exact. La fin de la fin. On pourra renouer avec la vie normale. Avec nos habitudes. Oui. Notre manière, surtout la chaleur quand africaine. tout le monde se serait vacciné, on pourra se libérer de ces masques et retrouver... Mieux respirer, mieux manger en groupe et en public. Et seulement si tout le monde est vacciné. Oui, seulement si tout le monde... Quand le mal sera bien loin dans notre dos. Absolument. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut... Et ça a été bien dit, dans le reportage. Il y a une campagne vaccinale qu'il va falloir mener. Mais parallèlement, il y a les mesures barrières qu'il faut également évoquer. Bien sûr. Il ne faut pas dire parce que les vaccins sont là, c'est fini, on va abandonner. Pas du tout. Professeur, dans ce même temps, la campagne de vaccination contre la Covid suscite plus ou moins des polémiques dans certains pays au-delà de nos frontières. C'est ce qui me faisait dire que nous allons parler du Bénin, mais de temps à autre, nous permettre... C'est normal d'ailleurs. Certains pays européens surtout se sont désolidarisés, surtout de cette marque, de cette firme qui a proposé ce vaccin. Je ne sais quelle serait votre appréhension. Voilà. C'est difficile de donner une réponse qui pourrait quasiment satisfaire votre curiosité. Il faut dire que peut-être dans les pays européens, surtout au Danemark, en Suède, la Bulgarie est rentrée dans le jeu aussi. C'est peut-être un principe de précaution parce qu'on dit que ça provoque une coagulation dans le corps, etc. Principe de précaution parce qu'ils sont très avancés par rapport, bien évidemment, à la détection d'un certain nombre d'anomalies après inoculation du vaccin. Nous n'avons peut-être pas tous ces éléments ici tout de suite. Il va falloir peut-être commencer... Et il s'agit d'une certaine dose chez eux. On va commencer la vaccination et puis on va remarquer, enfin on va constater ce que ça va donner et ensuite les réponses seront appropriées par rapport aux réactions de ceux qui ont été vaccinés. Et c'est vrai que le projet qui nous a permis d'accueillir, de réceptionner ce lot, ils ont bien rassuré sur les principes justement, sur la qualité de ces vaccins que nous avons réceptionnés. On n'a pas le choix de toute façon pour l'instant. Professeur, bientôt la campagne électorale pour la présidentielle, je l'ai dit tantôt, elle va s'ouvrir bientôt et chaque camp devra confronter les arguments, ses idées, ses projets et les stratégies. Mais dans ce contexte encore de la Covid-19, à quoi s'attendre, professeur? Oui, on peut craindre un peu. On peut dire, parce qu'il y aura brassage de population. Parce que la campagne ne se fera pas que sur les visioconférences. Non, que sur les antennes. Il faut aller parler aux gens. Il faut aller leur dire pourquoi il faut voter. Il faut aller leur dire pourquoi le vote est un droit et qu'il faut manifester, qu'il faut exprimer ce droit. Donc, le contact est inévitable. Mais si mais comment? Comment on va respecter les règles barrières, toujours les règles barrières. La distanciation. On va éviter le grand nombre. On n'aura pas 1000 personnes, par exemple, autour, je dirais, d'une réunion. On va éviter ça.
On aura un nombre, enfin, acceptable avec Raisonnable. le respect, voilà, raisonnable avec le respect des règles. On va y veiller sérieusement, parce que cela va, je dirais, dans le cadre de tout ce que de l'effort que déploie le gouvernement pour éviter que la pandémie ne nous attrape dans un sens vraiment quasi négatif. Donc on va y veiller. Mais parallèlement, on aura également la campagne en ligne, la campagne par visioconférence, la campagne avec les médias, la campagne avec peut-être Zoom ou que sais-je encore, etc. On va imaginer toutes les possibilités pour rester en contact avec la population. De toute façon, pour les campagnes communales passées, on a déjà expérimenté la chose. Et on sait à quoi s'en tenir. Donc, je pense sérieusement que ça ne fera pas défaut cette fois-ci. On va renforcer davantage. Et donc, une présence sur les médias. D'ailleurs, les médias seront plus ouverts à partir du 26. Pour éviter la sanction de la HAC, bien sûr. Ben, on l'a toujours été, professeur. Bon, bref. Alors, professeur, puisqu'il est question de coronavirus, puisqu'il est question de la Covid-19, et puisqu'on vous sait enseignant au supérieur, la question suivante va s'adresser surtout, pas seulement aux leaders, pas seulement aux politiques, mais aussi et surtout au numéro 1 de la FADESP. À l'éducateur, à l'enseignant. Oui. D'accord. Quelles dispositions prenez-vous pour contenir le monde quand on sait quel est le monde que vous drainez? Ah oui. Quand on évoque la faculté, les écoles, c'est encore moins. C'est la Chine populaire. Ah oui. Nous avons du monde, pléthore d'étudiants en première et deuxième année. En troisième année, faites-vous pour leur éviter je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ça nous a énervé à un moment donné. Mais on a compris quand même l'idée des étudiants. Nous avons estimé qu'il faut mettre en place entièrement un système de cours en ligne, exclusivement, première année, deuxième année. Les étudiants ont fait une assemblée générale, ils sont allés nous voir. Monsieur le doyen, nous ne sommes pas d'accord avec votre système-là. Nous sommes habitués à rencontrer des enseignants, à discuter en présentiel avec des enseignants. Trouver le moyen de nous organiser en petits groupes, que nous venions au cours rencontrer ces enseignants, et puis après vous allez penser à votre cours en ligne, dispensation des cours en ligne. Ça m'a fait sourire, un peu énervé. J'ai dit, ben, ils nous ont complètement cassés, mais nous avons compris l'idée qui était derrière. Parce que c'est vrai, à distance, vous n'avez pas ce contact humain. À distance, vous n'avez pas la possibilité de tout dire. Vous n'avez pas la possibilité de mesurer, de regarder l'enseignant du début, enfin, de la tête jusqu'au pied. C'est moins animé. C'est moins, voilà, c'est moins animé. De vie. C'est moins vivant. Et donc, quelque part, j'ai dit, oui, les étudiants ont raison. Bon, trouvons les moyens. Nous allons donc réduire le groupe à 100, le groupe à 50, là où on peut avoir un amphi qui peut accueillir jusqu'à 300 avec la distanciation. Et c'est ce que nous avons appliqué au niveau de la FADESP. Et donc, nous faisons des cours. Nous allons compléter ces cours en présentiel avec des cours à distance pour pouvoir terminer l'année en beauté. Voilà. Et des cours en ligne maintenant? Les cours en ligne, nous n'avons pas entièrement commencé parce que nous nous sommes dit on va finir avec le présentiel compte tenu de leurs propositions parce que vous savez nous sommes dans un milieu où on est obligé de se comprendre, de partager des idées et puis même parfois on est obligé de suivre les propositions des étudiants parce que c'est peut-être eux-mêmes qui vivent au quotidien les difficultés. Donc le présentiel est en train de se battre, enfin d'aller, comment dit-on, à fond sur les cours. Et donc nous allons bientôt finir le présentiel et on va compléter. Certains enseignants vont revenir à distance et pour compléter les cours qui ont été faits en présentiel. Mais si vous estimez que bon, on vaccine rapidement les gens et que le risque est moins grand, on va rester dans le présentiel. Je voudrais croire que c'est pas de la je voudrais croire que c'est pas de la résistance au modernisme ou au numérique. Pas du tout, parce que les cours à distance vont s'imposer, forcément.
Parce que ça va s'imposer. Qui dit aussi numérique dit aussi une certaine capacité. Et C'est peut-être ça, que les c'est professeurs ça, n'arrivent c'est pas ça. à se démarquer de leur fiche nouvelle ou vieille. Non, je ne crois pas. Il y a peut-être une catégorie de professeurs qui restent classiques, conservateurs. C'est pas mon cas. Peut-être que, justement, peut-être qu'il y a de la classico-dépendance relative à certains professeurs. C'est possible. Mais le gros problème doit être plutôt au niveau de la connexion qui n'est pas très rapide. C'est un peu ça. Ou certains qui ne peuvent pas, ils n'ont pas la formation adaptée pour faire les cours à distance. C'est à ce niveau. Je pense que c'est surtout ça, parce que par rapport à la connexion, il y a eu des efforts, des efforts qui ont été déployés. Ça, par c'est la vrai. ministre du numérique et de la digitalisation dans ce sens. Oui, mais parfois... Et la chose est expérimentée, même à côté de flotter. vous, même sur le même campus d'Abou Calavi. En tout cas, on a une très belle expérience actuellement, et puis je suis certain que dans les semaines qui vont venir, on aura une connexion extraordinaire, formidable sur le campus. Je voudrais bien croire. En tout cas, moi j'y crois. Pour que les enseignants, je dirais, férus de la marque présentielle se démarquent quelque peu, se convertissent, se mettent en griffe au pas, vous me concédez l'expression. Les conservateurs Merci les doivent changer. Surtout ça, parce qu'ils sont restés, nombreux. Ils sont restés jaloux de leur, oui, mais de leur fiche. Facile, vous savez. Quand vous êtes dans une certaine tradition, vous n'avez pas envie d'aller dans une réforme. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau politique. Parce que les gens étaient habitués à une certaine manière de gérer les affaires de l'État. Et donc, dès que ça a changé, on dit, ah, jamais, c'est pas possible. On va tout casser. Non, c'est pas comme ça. Il faut accepter les réformes et comprendre les réformes et ensuite les implémenter sur le terrain. C'est très important. Voilà. C'est très important. Il faut se mettre aussi au pas. Ouais. Merci, professeur Roch Yaoui David. Nous allons ouvrir un autre volet dans cette tribune spéciale consacrée à l'actualité au Bénin et dans le reste du monde, professeur. Cette rubrique est intitulée « Madougou et la problématique de la paix ». Alors, interpellée, gardée et à vue et déposée à la prison, la candidate recalée à l'étape de dépôt des dossiers, Rekiat Madougou, s'est vue reprocher un certain nombre de faits exposés par le procureur de la Criette, Mario Metonou. Comment une politique de cette trempe peut-elle en arriver là? Avant de vous écouter, professeur, je vais vous permettre de vous rafraîchir la mémoire avec cet extrait d'une interview accordée à la chaîne nationale, à la télévision nationale, par le ministre porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla. Je vous permets de suivre cet extrait. On revient bien après. Suivons. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Dame Rekia Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelé à attenter à la vie des Béninois pour assouvir leur désir d'être dans la compétition, alors que la Sénat s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle s'est également prononcée, et il est acquis et acté que ces acteurs politiques n'étaient plus dans la course. Donc, les propos menaçants qui étaient tenus, les appels à l'insurrection, la témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux, ajoutés aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Rekia Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terrorisme, à des actes attentatoires à la vie des Béninois, puisqu'on a planifié des exécutions en série. Voilà ce qui justifie l'interpellation puis la mise sous mandat de dépôt de Mme Rekia Madougou, qui n'est pas dans la procédure pénale perçue comme un opposant, ce n'est pas le lieu d'exhiber sa qualité de mouvancier ou d'opposant, mais de mise en cause dans une infraction très grave de terrorisme, prévue et punie par les lois de la République, étayée par des aveux circonstanciés effectués par
certain colonel à la retraite et un autre collaborateur, vous les connaissez, il s'agit de Georges Saka, dont on a établi la proximité avec Dambriki Amadougou, et d'un colonel à la retraite, Mama Touré, qui ont admis avoir été approchés, avoir été payés pour exécuter des hommes politiques et créer une psychose dans le pays. Le gouvernement qui suit cette affaire avec la plus grande attention pour la protection des Béninoises et des Béninois et pour la sauvegarde d'un processus électoral que nous voulons paisible et apaisé, ce gouvernement se devait de ne pas laisser passer, puisque nous avons déjà averti et que nous avons été interpellés par l'attentat perpétré contre notre compatriote Ganiou Soglo et dont nous cherchons toujours à élucider les circonstances de sa commission. C'est pour ne pas avoir à déplorer une fois de plus de tels attentats que on a pris les devants et qu'on a voulu que les lois de la République soient respectées et que l'on prévienne suffisamment afin que jamais ça n'arrive des attentats contre le peuple béninois. Et bien voilà qui a été exposé par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Oronla. Monsieur le professeur, alors, qu'est-ce que j'en dis? Je vais d'abord faire remarquer que ce n'est pas parce qu'on est un acteur politique qu'on peut se permettre je dirais de violer la loi. Ce n'est pas parce qu'on est un acteur politique que la loi ne peut pas s'appliquer à cet acteur-là. Ce principe étant acquis, lorsque vous avez été, je dirais, mis à l'écart du processus électoral, parce que vous n'avez pas rempli les conditions exigées, donc vous n'avez pas un statut, je dirais, particulier qui pourrait justifier une protection exceptionnelle. Donc vous devenez, je dirais, une personne ordinaire, un anonyme, je vais même ajouter. À partir de ce moment, est-ce que parce que vous avez été écarté régulièrement, juridiquement, que vous allez proférer des menaces jusqu'à aller exposer peut-être la vie de certaines personnes, exposer cette vie dans un sens de perpétrer à un moment donné des attentats, des crimes? Je ne crois pas. Il y a l'ordre public qui revient en force. Et cet ordre public doit être rappelé à tout le monde dans la société. Et la dame Madougou, je ne suis pas en train de juger de la qualité de l'instruction ou des éléments de preuve qui ont été recueillis. Mais dès qu'il y a quelque part un soupçon et que l'ordre public est en cause, l'État ne peut pas rester faible. Si l'État est faible, ça veut dire que les citoyens sont dans une situation, je dirais, très grave. L'État doit être fort, aller chercher des éléments qui vont peut-être démontrer qu'il y a eu préparation, ensuite mise en exécution d'une infraction, ou bien quasiment démontrer qu'il n'y a rien, je veux dire, et que la personne est innocentée. Donc nous allons attendre paisiblement, nous allons attendre calmement que l'instruction aille jusqu'au bout et que l'on nous dise, voilà, en définitive, les éléments qui ont été retenus contre la personne et peut aller au jugement, si c'est le cas. Mais pour l'instant, que les experts se taisent, que les experts dans la société se taisent, que ceux qui disent la procédure est mal enclenchée, que ceux-là se taisent et qu'on laisse tranquillement la justice faire son travail. Et ce n'est pas parce qu'elle est politique, ce n'est pas parce qu'elle est une opposante que l'on est en train donc de parler de la mise en œuvre de la règle pénale. Non, c'est parce qu'il y a eu des éléments. Et quand il y a des soupçons, c'est un peu ce qui se passe en matière de financement de terrorisme. On demande aux banques, lorsque quelque part, elles constatent qu'il y a des anomalies sur des comptes, de faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon. Donc c'est une manière de chercher, d'aller chercher des éléments, parce que quelque part, il y a tentative peut-être, ou bien existence d'un terrorisme quelque part, d'un financement du terrorisme et qui risque de nous tomber dessus. Je crois que c'est de la prévention et c'est dans même l'intérêt de la personne qui est incarcérée actuellement.
Et pour faire usage de votre concept parlant justement d'une certaine lecture de ces experts, professeurs, n'aurait-on pas pu, au nom de la paix, l'interpeller au lendemain du scrutin présidentiel? L'interpeller au lendemain du scrutin présidentiel, ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit retenu contre elle dans ce cas. Qu'il n'y a pas eu d'aveu. Que la personne se soit comportée normalement. Et que la personne également, regardez d'ailleurs, des propos du genre, il n'y aura pas d'élection. Les élections n'auront pas lieu. Mais quand moi, je le dis de cette manière, c'est un peu, je dis à mon père, mon papa, si je ne mange pas à midi, ça va chauffer dans la maison. Alors, je me bats sur quoi? Pour le dire, ça veut dire que je suis peut-être en train de préparer un coup. Mon père va réagir. Il dit, ah bon, je te mets dehors d'abord. Et après, quand tu vas être un peu plus sage, tu reviens à la maison. Donc, le temps de continuer à me sentir propriétaire chez moi. Évidemment, je suis encore propriétaire. Et je dis encore une fois, on mesure un peu mal, on ne mesure pas assez ce que c'est que l'État. On ne mesure pas la force de l'État. Ce n'est pas une question de régime, non, parce qu'un État doit se faire respecter. Un État ne peut pas être un État faible. Ça n'existe nulle part. Et donc, il faut assurer l'ordre public. Et cet ordre public, c'est au profit de toute la société, de tous les membres de la société. Voilà. Mais que dire alors de sa part, du capital de présomption d'innocence? Mais nous sommes toujours dans cette présomption d'innocence. Sinon, ce serait déjà peut-être une condamnation à la clé. Mais il faut chercher les éléments de preuve. Mais quand il y a suffisamment d'éléments qui attestent que cette personne, il faut peut-être la protéger en la mettant d'abord en prison. Il faut aller chercher des éléments de preuve pour confondre éventuellement ce que la personne est en train de faire. Ne laissez pas la personne en liberté. Non, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile où on va dire, ben, vous pouvez rentrer chez vous, revenez demain. Nous sommes en matière pénale. Et il y a des indices forts qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Puisqu'il y a eu des aveux, le ministre l'a dit tout à l'heure, et ces aveux n'ont pas été pris sous torture, non. Pas du tout. Donc, ce sont des gens qui se sont déclarés, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, donc, et il y a des gens qui sont derrière. On va vérifier tout cela avec la confrontation, et donc laisser le temps au temps, laisser le temps à la justice pour faire le travail. La présomption d'innocence est toujours là. Lorsqu'on va constater qu'il n'y a rien, que véritablement, c'était peut-être mal engagé, des gens ont menti à un moment donné, elle sera libérée. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, c'est dire que vous êtes de la mouvance présidentielle. Absolument. Alors, je ne me cache pas. Il vous est souvent reproché, pas vous personnellement, mais à votre famille politique. Oui, je vois ce que... Il vous est souvent reproché à votre leader d'avoir une célérité à interpeller quand il s'agit du camp adverse, du camp d'en face. Célérité pour interpeller ceux qui sont en face. Si ceux qui sont en face sont dans une situation où on va les interpeller, on va les interpeller. C'est aussi simple que ça. C'est tellement... enfin, c'est basique en quelque sorte pour moi. Moi, si je n'ai rien fait, je suis tranquille. Je suis peinard dans mon coin, étant un opposant, parce que je milite avec mes idées, je critique, je m'oppose à des choses, mais je ne vais pas contre la loi. À partir de ce moment, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai un antécédent, parce que j'ai peut-être détourné de l'argent, parce que j'ai fait de la fraude quelque part, parce que quelque part, je suis mêlé à quelque chose de pas très clair, mais ma conscience me dira à un moment donné, et tu peux être interpellé. Et c'est parfois l'occasion que ces personnes trouvent d'aller en politique. Et on veut couvrir un peu tout cela par la politique parce qu'on dit, ah, il y a la chasse aux sorcières, parce qu'on est opposant, parce qu'on est politique, alors que derrière, on se reproche pas mal de choses. Il faut que les choses changent. Il faut que l'homme politique, d'ailleurs, se dise, attention, quand j'aurai fini mon mandat, quand je suis en politique, il ne faudrait pas que l'on m'interpelle sur des choses où je pourrais être appelé à répondre devant la loi, à justifier. Exactement. Il faut que je sois quelqu'un vraiment que le peuple admire. Voilà. Professeur, mais c'est rarement le cas. C'est de moins en moins constaté qu'un mouvancier en soit inquiété aussi facilement ou aussi vite inquiété
C'est le cas sous les régimes précédents, c'est aussi... Nous n'avons pas les éléments. Je suis désolé de le dire de cette manière, parce que si j'ai des éléments de preuve qui attestent qu'il y a des mouvanciers qui sont impliqués, ils seront à un moment donné pris. D'ailleurs, nous avons des cas, des gens qui étaient dans le mouvement Bénin en marche. Vous savez, ils ont été interpellés. Exactement. C'est parce que je ne veux pas donner de nom. Ils ont été interpellés. Au niveau du port également. Et l'Est-Fou du Roi aussi. Voilà, vous avez des exemples qui démontrent que ce n'est pas parce qu'on est avec le président de la République que l'on va commencer ou continuer à faire, je dirais, ce qui est anormal. Il faut rester dans la légalité, il faut rester dans la régularité pour accompagner le président dans ce qu'il fait. Et quand une figure à l'image de celle de Rikiat Madougou en vient à perdre ses libertés dans une période aussi sensible au moment où le processus électoral suit son cours. Oui, vous allez parler de paix menacée, forcément. Justement. Oui, mais... J'y venais. Je vous ai vu venir d'ailleurs. Oui, vous allez parler de paix, mais la paix ne peut être menacée que lorsqu'on ne fait rien du tout. L'État est en train de faire tout son possible. La paix, d'abord, ce n'est pas, comment ça s'appelle, les autres. La paix, c'est tout le monde. C'est toute la société. Ce que moi, je fais pour que la paix puisse régner, ce n'est pas aller chercher à mettre en difficulté le processus électoral. Je suis en train de creuser un trou pour que la paix tombe à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a la paix qu'il faut oublier des infractions qui sont en train ou qui vont se commettre. Ce n'est pas parce qu'on parle de paix qu'il faut dire non, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et on verra plus tard. Le plus tard, ce serait déjà la catastrophe. Donc la paix, c'est de situer exactement les choses. Et ensuite demander à chacun, de nous d'ailleurs, de collaborer et de travailler dans le sens pour que les gens comprennent. Parce qu'en réalité, parfois, c'est parce qu'on n'a pas la communication qu'il faut. On ne sait pas ce qu'il faut. Le pays a changé, les données ont changé. Le Bénin est un autre pays. On ne peut plus se permettre de se lever et dire, voilà, on va insulter le président de la République, on va faire ceci, on va dire, il n'y aura pas d'élection. On va vous interpeller parce qu'au nom de l'ordre public, on ne vous laissera pas faire. Donc la paix, je crois, il faut la privilégier, il faut la cultiver, mais c'est un ensemble et que ceux qui sont en train de créer la violence, le 6 avril, etc., qu'ils sachent que ce sont eux qui sont en train de porter atteinte à cette paix qui est notre paix commune. Mais eux, ils l'ont pourtant exprimé. Ils ont exprimé, hein, peut-être que cela participe juste, je ne sais pas, c'est le slogan milieu politique qui fait ça, exactement. Peut-être que c'est de bonne guerre. Oui, de bonne guerre, parce que le politique doit pouvoir dire quelque chose, surtout quand il est dans l'opposition. Il ne doit pas se taire. Mais ne pas se taire ne veut pas dire porter atteinte, parce que même quand vous faites des déclarations, on peut vous interpeller sur ces déclarations. Parce que ce sont des éléments extérieurs sur lesquels on va dire, mais vous pensez faire quoi avec ce que vous êtes en train de dire? On peut vous interpeller. Donc il faut savoir parler, il faut avoir une stratégie. Voilà. Le gouvernement a, cette fois-ci, enfin dans le cas de l'affaire Rikiat Madougou, le gouvernement a anticipé peut-être, puisque le pire n'est pas arrivé encore, le gouvernement a anticipé sur le fait, je dirais, ce qui se mettait en place. Mais maintenant, que fait le politique que vous êtes, professeur? Que fait oui, allez-y. Oui, la famille de la mouvance politique. Oui. J'ai exprimé une idée la fois dernière, et qui consiste à parler aux gens. Sensibiliser. Les gens de l'opposition. J'ai l'impression que parfois, ils sont tellement braqués. Je ne sais pas ce qu'ils ont perdu. C'est mon sentiment personnel. Je ne sais pas ce qu'ils ont perdu et qu'ils doivent retrouver coûte que coûte. Mais oui, peut-être retrouver ça dans le temps. Mais aujourd'hui, vous avez un système qui est basé sur des règles de droit. Mais vous le dites si bien. Vous savez, votre interrogation comporte sa réponse. Vous avez dit, vous ne savez pas ce qu'ils ont perdu. Mais ils ont perdu leur position d'hier. Oui, bon, hier, ils n'étaient pas tous opposants. Mais on ne peut pas être dans la même position tout le temps, c'est pas possible. Parce que la vie est dynamique. Évidemment, c'est de la dynamique tout le temps. Ce que vous avez perdu aujourd'hui, essayez de rattraper ça demain. Mais si vous avez perdu quelque chose,
à l'instant T, aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, c'est prier, c'est vous réconcilier avec Dieu. Parce que vous devez vous poser la question, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Il doit y avoir une explication. Il y a le karma, on ne va pas oublier. Alors, donc, il faut dire à ces gens que le Bénin a changé. Et quand ça change, ça veut dire qu'il faut accompagner le changement en termes de « on va s'adapter ». Et si on ne le fait pas, on va toujours être là en train de critiquer parce qu'on a perdu quelque chose et qu'on ne peut plus rattraper. Et d'ailleurs, quand on va retrouver quelque chose, ce ne sera plus la même chose. C'est certain, ça va changer parce que l'environnement aurait changé, les données auraient également changé. Donc, je crois qu'il faut aller dans cette communication avec les gens, avec les opposants, pour peu qu'ils acceptent, évidemment, d'écouter. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas... Mais il vous revient de les convaincre. Il faut qu'ils acceptent d'écouter d'abord. S'ils acceptent d'écouter, c'est tant mieux. Mais s'ils sont braqués, ça veut dire que ça va être difficile à un moment donné. Et on va laisser le temps au temps, parce qu'ils vont revenir peut-être à de meilleurs sentiments. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Très bien à l'écoute. Je pense qu'on peut le dire sans bien même de les interpeller. Parce qu'ils savent que sans la communication, on peut pas. Parce que toutes les fois que le chef de l'État a senti le besoin d'échanger avec eux et les invitant au palais de la Marina, je pense que... un peu le dialogue politique. Je pense au dialogue politique, ils y étaient, donc je pense qu'ils sont à l'écoute, qu'ils écoutent. Ils écoutent. Ils sont très intelligents, ils écoutent. Justement. Ils sont très, très intelligents. Professeur, nous n'allons quand même pas conclure ce bon moment d'échange sans nous intéresser à ces creusets que vous portez, que vous dirigez de main de maître. Je veux parler du groupe de réflexion alternative et perspective GRAP. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui faites-vous? Le GRAP, c'est juste une petite association, on va dire. C'est un groupe de réflexion, c'est vrai. Non, ça comporte tout le monde. Il y a les politiques, il y a les juristes, il y a tout le monde. C'est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas tout le monde parce qu'il n'y a pas les opposants. Si. Les opposants arrivent et discutent avec nous. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur telle situation, sur telle règle, sur tel problème. Donc on discute, c'est ouvert, c'est très ouvert. D'accord. Mais c'est vrai que nous avons notre ligne. Ce n'est pas un parti politique, le groupe de réflexion alternative et perspective. Ce n'est pas un parti politique, mais le groupe s'occupe de pas mal de choses, réfléchit sur tout ce qui est problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes culturels. C'est un TikTok en quelque sorte. Exactement. Et donc, on associe tout le monde. Ceux qui veulent y participer, ils viennent. On a d'ailleurs une conférence le 3 avril prochain et qui porte sur la contribution au processus électoral parce qu'on se dit... c'est invité Eden et invité Diaspora FM. On va vous inviter d'ailleurs, ne vous en faites pas. C'est une manière de mettre le vote au cœur de ce processus parce que c'est avec le vote que les gens vont s'exprimer. C'est leur droit. Quel est le vote qu'il faut? Est-ce que c'est un vote citoyen? Est-ce que c'est un vote utile? On va discuter de tout ça. Voilà. Merci, professeur Roch Yaoui David. C'est complètement terminé. Ça va si vite. Très vite. D'ailleurs, on n'a pas vu le temps passer. On a l'impression de n'avoir rien dit en quelque sorte. On a dit beaucoup de choses quand même. Merci. Merci franchement à vous. En guise de conclusion, votre mot de fin en quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes, c'est la paix dont vous avez parlé. Je sais qu'on va y arriver. Je sais que les gens ne sont pas sourds. Je sais que les gens... Une fois encore, nous pourrons en étonner plus d'un. Voilà. Exactement. Vous avez résumé à ma place. Merci. Allons-y pour la paix. Merci, professeur Roch Yaoui David. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit, avocat au barreau de Bénin, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Vous êtes aussi le président du groupe de réflexion alternative et perspective GRAP et membre du bureau politique de l'Union progressiste. C'était un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous. On vous retrouve très bientôt pour d'autres lectures de l'actualité sociopolitique et économique. On avait voulu faire une petite virgule en Côte d'Ivoire pour ne serait-ce qu'un clin d'œil, un hommage à Ahmed Bakayoko. Exactement. Oui, c'est cet immense homme politique, homme d'État. Un homme formidable. Qui a perdu la Côte d'Ivoire cette semaine, surtout. Surtout généreux. L'homme du peuple. Exactement. Oui. Parce qu'il est partout. Il va partout, il passe partout. Ce n'est pas l'éminent politique qui reste très haut perché, non, c'est l'homme du peuple. Pas du tout, c'est l'homme du peuple, vous l'avez dit. Et la Côte d'Ivoire pleure et continuera de pleurer davantage ce fils du pays. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.